vous pourriez clocher que vous êtes en accord. Alors, merci et bienvenue ce soir, la quatrième soirée conférence dans la série pour un réel contre-pouvoir citoyen. Ce soir, on va traiter la question de la démocratie, excusez-moi. Moi, je suis anglophone, je vais faire des erreurs en français. Je vais en avance demander votre approbation de mes erreurs. Je m'appelle Jason Prince. Je suis membre de la COCO de Prenons la Ville, qui existe maintenant depuis presque quinzaine de mois. Prenons la Ville est une espèce de mobilisation non partisane qui rassemble des activistes, des militants et militantes et de nombreuses organisations. On a surpassé, je crois, 130 des individus et des organisations dans les signatures de la mobilisation, l'entente de mobilisation. Ce que nous sommes en train d'essayer de se faire là, c'est quelque chose qui, je crois, est une nouveauté pour la Ville de Montréal. C'est une mobilisation qui va essayer de tisser des liens entre les grandes mobilisations en silo, les groupes qui mobilisent pour le logement, pour le climat, pour la justice sociale, pour protéger les milieux humides. Et on peut faire encore d'autres, une liste. Certaines sont bien organisées, d'autres sont moins organisées, mais l'objectif de Prenons la Ville, c'est pas de reproduire ce que nous faisons ailleurs, c'est d'essayer de tisser les liens entre ces larges formations et parfois petites formations et sous le concept que ensemble, nous sommes plus forts. Ça, c'est peut-être l'idée de base de Prenons la Ville. C'est que si on peut faire des ponts, garder ces ponts entre les organisations et les formations et les mobilisations, ensemble, on est plus fort. Alors, c'est ça. On va peut-être admettre que tout ce que nous faisons ici dans l'île de Montréal est sur un territoire non cédé, autochtone. Moi, je ne vais pas essayer de prononcer les mots dans ce langage-là, mais assurément, ça s'appelle Turtle Island. C'est non cédé et c'est un territoire contesté, on comprend. Cette quatrième édition est dans une série, on a traité déjà quelques thématiques. Entre autres, on a eu la mobilisation 6600 qui lutte à l'est de Montréal dans la préservation d'un boisé, le boisé Steinberg, et contre Raymond Logistique et un projet de REM, un projet complexe auquel il y a une énorme mobilisation citoyenne, une lutte féroce. On avait aussi invité le groupe de travail sur le quartier chinois de Montréal pour la défense de ce quartier-là, menacé par les spéculateurs qui achètent les immeubles et proposent complètement les changer et détruire cette lieu extrêmement important pour l'histoire et pour notre communauté montréalaise. On avait aussi la coalition Vert qui a présenté la lutte pour le champ de Monarque et aussi à côté le site de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. On avait aussi Nature Hudson qui propose sauver une plage d'un spéculateur qui veut construire les maisons sur ce site qui, depuis 100 années, appartient à la petit village de Hudson. On avait aussi toute une série sur la financiarisation et la crise de logement. On avait invité les chercheurs Louis Gaudreault, Marie-Ève Desroches et certaines luttes, le comité d'action Parc-Ex et à Villeray aussi, pour partager les tactiques et stratèges communautaires dans ces milieux menacés par la gentrification comme pure et dure. Alors, tout ça pour mettre un contexte et un remerciement à tout le monde qui est ici pour notre quatrième rencontre. Ce soir, on va traiter la question de la démocratie. On va avoir 4 invités et je vais présenter l'ensemble des personnes qui vont parler avec nous. Ils vont tous avoir une dizaine, quinzaine de minutes chaque pour permettre à la suite d'échanger sur les questions qui vont être posées
les enjeux qui vont être aboutis et on va échanger tout le monde dans la salle avec les personnes invitées. Alors, tout ça, on est vraiment enchanté d'avoir parmi nous Donald, et je vais vraiment pas prononcer son nom de famille, je vais le ruiner. Voici comment je vais essayer de le présenter. Donald Cuccioletta, qui est un ancien combattant dans la formation FRAPP, un parti politique dans les années 70, au fin des années 60, au début des 70. On va voir, il va décrire un peu cette histoire-là, très importante. On va par la suite avoir Jonathan Durand-Folco, que vous connaissez tous et toutes, qui est un docteur de philosophie à l'Université de Laval et a écrit largement sur la question et est professeur de l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Il va présenter sur la démocratie directe et le municipalisme. Notre troisième invité est Giuliana Fumagalli. On a beaucoup d'Italiennes parmi nous ce soir, je crois, de souche italienne. Elle était mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Paquex de 2017 à 2021 et elle va parler de démocratie et les quartiers. Et ce soir, on va aussi avoir la chance de présenter Patricia Clermont, qui est parmi d'autres titres porte-parole du regroupement des riverains de Notre-Dame. Et elle va parler de la lutte pour la qualité de vie, un cas de REM de l'Est. OK? Et tout ça va être suivi par un échange qui va être animé par Pierre Hamel, qui est membre de Prenons la Ville, et aussi prof honoraire de l'Université de Montréal en sociologie. Et il va animer les échanges. Alors, tout ça, sans hésitation, je vais passer les paroles à Donald Cuccioletta pour nous lancer un peu dans le passé. À toi, Donald. On ne t'écoute pas. OK, là, je suis branché. Vous m'entendez? Ça va? Bon, je m'appelle Donald Cuccioletta. Je suis aussi membre du COCO de Prenons la Ville. Puis comme Jason l'a expliqué brièvement, j'étais un des membres fondateurs du FRAPP à l'époque. Moi, j'ai essayé de mettre un peu la table pour voir un peu l'historique, parce qu'on oublie souvent, surtout aujourd'hui, dans les luttes qu'on mène sur le plan municipal, dans le contexte qu'on appelle du municipalisme, qui vient aussi avec toute la question de la démocratie, le contre-pouvoir des citoyens et citoyennes. Finalement, il y a déjà eu un historique assez importante que je trouve qu'il y a peut-être encore des petites leçons à apprendre de l'histoire, mais néanmoins, c'est le FRAPP. Le FRAPP, ça s'appelait le FRAPP, le Front d'action politique. Il faut entendre que le FRAPP a été fondé aussi dans une atmosphère des années 60. Les années 60, un peu partout dans le monde, particulièrement ici au Québec, il y avait une atmosphère finalement de lutte comme on a rarement vu finalement au Québec et même au Canada. Et ça veut dire aussi qu'il y avait, comme on peut dire, des mouvements spontanés qu'on appelait des groupes populaires à l'époque. Mais il y avait surtout un mouvement qui était fondé au milieu des années 60 qu'on appelait « citoyens face au pouvoir ». Ça veut dire qu'on disait ouvertement des citoyens et des citoyennes face au pouvoir. Puis le pouvoir qui était nommé puis qui était appointé, c'est le pouvoir municipal. C'est le pouvoir municipal. Donc, des gens ont commencé à avoir l'idée, sans le dire, d'un contre-pouvoir des citoyens et citoyennes. Donc, ce groupe-là, les travailleurs sociaux de l'époque, faisaient la tournée de les quartiers. Et ça, ce cours-là, il appelait ça un cours à l'époque, citoyens face au pouvoir, ça se faisait dans tous les quartiers de Montréal. C'est autour de la base du quartier à l'époque qui était important de comprendre comment on menait les luttes. C'est à partir des quartiers. Donc, ceci a fait aussi que ça a fait pousser comme des champignons des comités de citoyens un peu partout dans les quartiers, des groupes populaires qu'on appelait à l'époque, qui étaient les premiers garderies populaires,
les comptoirs populaires, les comptoirs alimentaires, tout finalement qui bouillonnait au niveau de la base des citoyens et citoyennes dans des quartiers aussi, surtout populaires, qu'on appelait de basse-ville, allant de l'est jusqu'à l'ouest, puis même au centre-ville aussi, en montant vers le nord aussi. Effectivement, ça va bouillonner tout le monde. Mais le but, finalement, ultime de tout ça, c'était d'en arriver, de comprendre qu'effectivement, les citoyens de la ville de Montréal n'avaient pas de pouvoir, Et ça a pris la loi de 1970 de dire que finalement, si vous êtes citoyen de Montréal, vous avez le droit de voter. Avant ça, dans le droit de vote à Montréal, il y avait toute une classification complexe. Puis ceux qui avaient vraiment le droit de vote, c'est ceux qui étaient propriétaires, qui étaient des gens de commerce, qui avaient des édifices à location. En tout cas, on peut dire les gens qui avaient les moyens. Puis effectivement, c'est ces gens-là qui se faisaient élire ou même appointer, dépendant du temps. Les années au début 60, mi-60, ça avait changé. Mais la citoyenneté, le monde qu'on appelait à l'époque le monde ordinaire, dans les quartiers populaires, n'avait pas le droit de vote. N'avait pas le droit de vote. Ça veut dire qu'on n'a même pas véritablement une démocratie dans la ville de Montréal. Pas de démocratie. Et donc, avec la loi qui a changé en 1970, ça a fait que finalement, c'est là que tous les gens qui étaient dans les mouvements populaires, dans les groupes citoyens, dans tous les groupes finalement qui étaient mis sur pied, les quartiers populaires, on peut dire les comptoirs alimentaires, puis des garderies populaires qu'on se mettait sur pied un peu partout dans les quartiers, tous ces gens-là ont eu l'idée de dire peut-être c'est le temps qu'on se lance dans l'arène politique municipale. Parce que ça veut dire les gens avec qui ces gens-là travaillaient dans les quartiers un peu partout, c'était le peuple, c'était la populace, c'était les gens populaires. Et donc, ces gens-là n'avaient jamais voté. Là, on dit peut-être c'est le moment. Puis il faut dire aussi, l'autre aspect aussi qui a lancé ce mouvement-là, c'est aussi le fait que c'était Jean Drapeau. Puis Jean Drapeau était connu comme une sorte de mini Maurice Duplessis à Montréal. Il contrôlait la ville de Montréal avec la main forte. Donc, c'était un mini Duplessis après le départ de Maurice Duplessis, finalement. Fait que c'était une continuité d'un contrôle autoritaire sur la ville. Parce qu'il disait toujours, c'est ma ville, ça m'appartient. Puis, effectivement, il était maire de la ville comme s'il y appartenait. Donc, tu n'avais pas un mot à dire. Donc, on s'entend peut-être un moment important avec tout ce qui est conjonctures qui sont venues ensemble, de fonder ce qu'on appelle le Front d'action politique. Pourquoi le Front d'action politique? Puis je veux juste vous lire quelque chose du premier paragraphe du manifeste du FRAPP. C'est important d'entendre ce qu'ils ont écrit à l'époque. Puis d'ailleurs, moi-même, j'ai participé à cette écriture-là. Puis la première chose, c'est pourquoi passer à l'action politique? C'est ça l'idée. Les salariés sont exclus du pouvoir. On disait à l'époque salariés. À Montréal, les travailleurs salariés sont exclus ou absents dans tous les centres de décision, que ce soit au conseil municipal et à la CECM. À l'époque, CECM, n'oubliez pas, il n'y avait personne qui siégeait sur les commissions scolaires à l'époque. Fait qu'on disait qu'on était même absent là. Dans les régies publiques, comme le régie des loyers, pas présent non plus, et même dans les caisses populaires, pas présent non plus. Mais tout ça a changé un tout petit peu, mais néanmoins. Puis écoutez les paroles, c'est la bourgeoisie minoritaire par rapport à l'ensemble de la population qui occupe la plupart des postes de commande. Ça, c'est le premier paragraphe. Ça. Fait que c'était clair qu'on visait non seulement une transformation du concept de la démocratie, mais une conception aussi de l'action politique aussi. Donc, le FRAPP a été fondé sur la base des comités citoyens et la base des comités d'action politique qui ont été formés suite à ça, dans les quartiers. Et les comités de citoyens et les comités d'action politique qui est devenu membre du FRAPP, était totalement autonome sur la base du quartier d'une façon décisionnelle. Décisionnelle. Évidemment, le FRAPP s'est présenté à des élections. On avait des candidats un peu partout dans les quartiers, effectivement.
Mais c'est sûr que le Frappe a eu le marteau qui lui est tombé sur la tête. C'était la crise d'octobre. Puis c'est clair que je me rappellerai toujours, dans le local qui était le centre du Frappe, sur la rue de l'avenue finalement de Pâques-Lafontaine au 3e étage, où est-ce qu'on faisait une discussion. Est-ce qu'on soutient le FLQ ou est-ce qu'on ne soutient pas le FLQ? Puis quand on regardait par la fenêtre en bas, on voyait les chars de police, la GRC et les Jeeps avec l'armée canadienne. Ils nous attendaient en bas. C'était l'atmosphère qu'il y a eu cette élection-là. Et on avait toutes sortes de façons, finalement, de de répondre. Puis on avait pris position à ce moment-là qu'on soutenait la FLQ, mais on ne prenait pas les mêmes moyens. Puis ça a été la parole de mort du FLQ. Ils ont tous embarqué, suivi, prison, etc., etc. Donc, c'était la loi fasciste, il faut le dire. Hein? Les lois des mesures de guerre étaient une loi fasciste. Donc, le Frappe, dans les faits, est mort à ce moment-là. Ça a tenté de continuer une année plus tard, mais les choses qu'on a apprises de cette période-là, c'est qu'on n'était pas si organisé qu'on le pensait sur le plan politique. Puis on n'était surtout pas bien organisé sur le plan idéologique. On ne faisait pas une analyse de la ville comme on fait aujourd'hui quand on dit la ville est le centre du capitalisme aujourd'hui partout dans le monde. C'est le discours aujourd'hui qu'on entend un peu partout. Puis aussi qu'on parle finalement de démocratie directe et de contre-pouvoir et aussi de démocratie horizontale. Ça veut dire qu'on a évolué au niveau des ventes. Mais le Frappe, il n'y avait pas ça. Le Frappe ne pensait pas à ça, mais il était vraiment un pas dans une bonne direction. Mais la crise d'octobre a mis fin à tout ça. Moi, pas parce que j'y ai participé, puis j'étais membre, j'étais le président du comité d'action politique de Maisonneuve, puis en plus, j'étais sur le comité qu'on appelait le comité exécutif du Frappe à l'époque. Mais c'est qu'on a appris, puis moi, je pense qu'il faut retourner des fois vers certaines, parce que la base des choses, c'était un, pouvoir des citoyens et des citoyennes, deux, quartier, contrôlé par les groupes populaires de quartier, et de trois, finalement, c'était de voir qu'on voulait mettre les salariés au pouvoir, ça veut dire les travailleurs. Juste un dernier exemple, dans le quartier Maisonneuve, sur nos trois candidats qu'on a voulu avoir sur le conseil de ville, conseil municipal à l'époque, un étant un monsieur qui avait 48 ans, il était un débardeur. Débardeur, il travaillait au port de Montréal. Deux, une madame qui était une ménagère. À l'époque, beaucoup de femmes étaient encore dans la maison. Elle était ménagère, mais elle a fondé, le comptoir alimentaire, puis elle militait aussi dans la première garderie populaire au Québec qui a eu lieu dans Maisonneuve. Vous voyez? Puis la troisième personne, c'était un jeune étudiant qui était militant dans le mouvement étudiant de l'époque, qui était assez radical, merci. Fait que c'est ces trois personnes-là. Puis ailleurs, ça a été un peu la même chose. Donc, c'est intéressant de voir cette conception qu'on avait du pouvoir, qui devrait gouverner, puis comment on devrait aller le chercher. C'est sûr qu'on utilisait la démocratie traditionnelle de l'époque et les partis politiques traditionnels de l'époque, dont le Frappe était une partie similaire aussi. Mais néanmoins, c'était des expériences à laquelle on peut parfois encore aujourd'hui se référer, selon moi. Et là-dessus, je vais laisser la place aux autres, finalement, de discuter, de continuer la discussion. Merci beaucoup, Donald. On constate qu'à l'époque, beaucoup des élus étaient dans l'immobilier ou proches. Et maintenant, il y a quand même, on a avancé sur certaines choses. Merci beaucoup pour cette mise en contexte historique. On va passer maintenant à la deuxième personne. Jonathan Durand-Folco, c'est à ton tour. Vous avez 12 minutes et je vais vous avertir avec un petit bonhomme au coin là quand vous avez 2 minutes. Merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis heureux d'être ici pour échanger avec vous à propos d'un sujet qui me tient à cœur, la démocratie, la politique municipale et les stratégies de transformation de la société qu'on peut essayer d'implanter, disons, dans une échelle de proximité. Pour aujourd'hui, j'ai souvent l'impression de répéter les mêmes choses, le même discours un peu linéaire sur le municipalisme. J'ai écrit un livre sur ça que vous connaissez peut-être qui s'appelle « À nous la ville, traité de municipalisme », qui a été publié aux éditions Éco-Société en 2017.
depuis la publication de cet ouvrage, j'ai eu la chance de rencontrer diverses personnes, des élus du côté des États-Unis, du Québec, du Canada anglais, de la France, de la ville la ville de Barcelone également, que j'ai visité à 2 reprises pour un séjour de recherche sur les communs urbains. Donc, j'ai eu en fait une certaine rétroaction qui ont permis de peaufiner certaines idées, d'amener certaines nuances peut-être ou des compléments que je n'avais pas élaborés initialement dans ce livre. Et aujourd'hui, je voudrais faire peut-être, je dirais, une typologie des niveaux d'intensité qu'on peut comprendre quand on parle de transformation de la ville par la gauche ou par une vision qui est émancipatrice, qui est sur le spectre, on pourrait dire, entre réforme et révolution, on pourrait dire, pour montrer en fait que différentes nuances en fait de rouge ou de noir ou de vert, disons qu'on peut avoir entre des approches très vert pâle, la gestion urbaine, ou des approches vert foncé, plus écologistes et plus transformatrices. Donc, je vais essayer en fait, de déployer ici un spectre, peut-être un certain curseur, puis ça va pouvoir ouvrir la discussion sur les niveaux d'intensité qu'on peut comprendre en termes de stratégie de transformation de la société par les villes et les villages. Et ensuite aussi faire le même exercice avec l'approche de la démocratie. Donc, on parle de démocratie entre guillemets. C'est un terme qui est extrêmement large, qui peut être interprété à tort et à travers. Donc, je vais essayer encore une fois de faire une certaine typologie des formes de démocratie et de donner à toutes les fois des exemples concrets aussi d'instances, de processus, de dispositifs participatifs qui incarnent des formes différentes de démocratie. Donc, je vais être à un niveau assez général, conceptuel, mais je vais essayer aussi de m'ancrer dans des initiatives concrètes, des expériences pour aussi donner un peu de chair autour de l'os. Donc, tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que le municipalisme, comment je l'entends et je le définis dans le livre « À nous la ville ». C'est une stratégie de transformation de la société, un mouvement citoyen réellement existant qui prend forme dans différentes villes à travers le monde, qui cherche à proposer, en fait, c'est un projet de société qui passe par la transformation démocratique des institutions dans une échelle de proximité. Que ce soit les institutions, par exemple, le conseil municipal, mais ça va bien au-delà. Ça peut passer par la démocratisation de l'économie, de liens de partenariat qu'on peut créer entre les institutions publiques, initiatives citoyennes, l'économie sociale et solidaire, les groupes communautaires, pour essayer d'amener une gestion, une gouvernance plus démocratique des processus urbains de façon large et même aussi à l'extérieur des cadres urbains, on pourrait dire dans les zones rurales, périurbaines, dans des tout petits villages, il peut exister une forme de démocratie communale extrêmement forte également. Donc, c'est un projet de transformation de la société. Ces principaux principes ou piliers que j'ai identifiés qui se retrouvent dans à peu près tous les courants de la démocratie qui se réclament du municipalisme. Il y a premièrement l'idée de démocratie qui est très forte, qui s'inscrit dans l'idée qu'il est important de ne pas prendre la démocratie libérale représentative telle qu'elle existe, parce qu'elle est extrêmement imparfaite. Il faut aller au-delà. Donc, pour essayer de proposer une forme de démocratisation de la démocratie ou une forme d'intensification, de radicalisation des processus démocratiques. Ce qui implique en fait que ce n'est pas nécessairement le rejet complet du système représentatif. Ça va plus dans le sens de la démocratie participative et directe, mais ça peut impliquer des formes hybrides, des formes articulées, combinées de différents processus à la fois. Un autre principe important, la décentralisation des pouvoirs. Donc, on peut bien avoir une forme de démocratie directe à la base, mais si on n'a pas de compétences, de responsabilités, de ressources financières pour exercer le pouvoir, en fait, on ne règne sur rien du tout. Donc, il ne faut pas avoir une conception purement, je dirais, abstraite ou formelle de la démocratie. Il faut qu'il y ait des réels pouvoirs associés à ça et ça passe par une décentralisation des pouvoirs à différents échelons de gouvernement. Autre principe qui est complémentaire, je dirais le principe inverse de la décentralisation, c'est le principe de solidarité intermunicipale, régionale, nationale et internationale aussi. Donc, la vision municipaliste, ce n'est pas le repli sur soi, ce n'est pas le chauvinisme local. On ne peut pas faire, comme disait à l'époque, on ne peut pas avoir le socialisme dans un seul pays. On ne peut pas avoir de municipalisme dans une seule ville. Il faut avoir un réseau global de villes du changement, de villes rebelles. Et il existe à l'heure actuelle différents réseaux, regroupements de villes à travers le monde. Il y a le C40 qui se déploie plutôt dans la logique des villes durables. Donc, ce n'est pas la vision municipaliste tout à fait, mais c'est quand même un réseau de villes vertes ou environnementalistes. Il y a le Fearless Cities, qui est en fait un grand réseau qui, je dirais que lui, est plus appuyé sur une vision de transformation de la société.
qui se réclament de ça. Donc, on pourrait dire que le municipalisme incarne une forme d'internationalisme ou de translocalisme. Donc, c'est un mot un peu étrange, mais dire on passe par une échelle de proximité locale, mais dans une vision aussi qui est transversale, qui cherche à créer des liens en différentes villes. Autre principe important, la justice sociale. Donc, on dit souvent, bien, on peut avoir la démocratie directe à l'échelle locale, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a des référendums qui excluent les minorités, les migrants ou des mouvements d'extrême droite? En fait, tous les courants qui se réclament du municipalisme ont des principes d'inclusion, de défense des droits sociaux humains, de justice sociale, de redistribution de la richesse et de reconnaissance aussi des luttes de discrimination, en fait, de lutte contre les discriminations sous différentes formes. Et de façon complémentaire aussi, la question de la transition écologique, encore là, qui se met à différents niveaux, donc qui part peut-être des courants plus radicaux de la décroissance à des visions un peu plus vert pâle, on pourrait dire, associées au développement durable aussi. Donc, la plupart des villes qui se réclament du municipalisme ont une forme d'agenda vert. Et un autre principe que j'ai, en quelque sorte, je dirais, omis dans ma première version du livre, c'est le principe de l'entraide. Principe que j'ai vu vraiment de façon explicite. En anglais, on parle de mutual aid. Donc, c'est une notion à la fois simple du sens commun, mais qui relève aussi à certains courants libertaires, anarchistes, de la pensée de Kropotkin, entre autres, sur le principe central des groupes d'entraide locaux, des mutual aid networks, où à l'époque aussi, on prévoit des initiatives dans les années 60-70, comme racontait Ronald, des comités d'action du mouvement populaire, du Black Panthers Party, en fait, la volonté de créer une forme de contre-pouvoir, de dual power aussi, donc l'idée d'un pouvoir qui émane des groupes sociaux de la société civile et qui n'émane pas uniquement des institutions. Donc, je dirais que le municipalisme est un peu tiraillé entre l'idée de prendre le pouvoir à l'échelle locale, donc par la conquête des urnes, pour essayer d'amener des transformations de l'intérieur de l'administration municipale, mais ce qui est aussi important, sinon plus, c'est vraiment tout ce qui est fait à l'extérieur de cette institution pour amener plus d'autonomie, d'empowerment ou d'empouvoirment, empuissantissement des communautés locales qui peuvent se prendre en charge elles-mêmes. Donc, c'est vraiment les grands principes qu'on peut trouver ici. Et si j'ai un peu à déployer cette logique-là selon des niveaux d'application, d'intensité, puis ça serait un peu une cartographie pour voir est-ce qu'une ville ou un village est gouverné actuellement dans une logique municipaliste ou non. Je dirais qu'à un pôle extrême, il y a la vision de ce que j'appelle une vision asphaltiste du monde municipal. Pourquoi? C'est une expression qui vient d'un conseiller municipal de la ville de Gatineau qui disait en fait « je suis asphaltiste ». Donc, c'est Mike Duggan, je pense, dans un conseil municipal en 2017 qui disait que le rôle de la ville, la municipalité, c'est s'occuper des rues, des nids de poules, de l'asphalte, des infrastructures de base, de la gestion des déchets, déneigement, d'avoir des taxes basses. Et elle ne doit pas s'occuper de développement économique local, de culture, d'environnement, de justice, de démocratie participative. Ça, c'est hors de son rôle. Donc, cette vision-là, je pourrais dire qui est une forme d'idéologie qui n'emploie pas cette expression-là de façon explicite dans le monde municipal, mais on peut voir beaucoup de conseillers, conseillères municipaux à travers le Québec et bien ailleurs qui, je pense, qui agissent selon une forme d'idéologie ou d'imaginaire asphaltiste. Et je dirais que ça, c'est le niveau zéro de la compétence puis de la vision de transformation sociale au niveau municipal. Donc, si on pourrait dire la droite, un peu la droite bête et méchante ou ignorante qui ne voit que le système tel qu'il fonctionne, qui ne veut rien transformer, qui agir que par le paramètre de ce qui est imposé par les fonctions de base d'une ville. Après ça, je dirais l'autre niveau, qui est déjà un net progrès et qu'on voit à l'heure actuelle se multiplier dans différentes villes du Québec, c'est ce que je pourrais appeler la gestion progressiste et environnementaliste des villes et des villages. Donc, des mairies, je dirais, avec des élus qui se réclament du centre-gauche ou qui ne se réclament pas physiquement toujours d'une forme d'idéologie de la justice sociale ou des mouvements de gauche, mais qui, dans les faits, dans leur action, dans leur projet, dans leur initiative réforme, une forme de sensibilité à la question de la transition sociale écologique, à la démocratie participative, à l'enjeu de transparence, et il y a une certaine rupture avec une vision très conservatrice de la gestion urbaine. Et depuis les dernières élections municipales, on a pu voir qu'il y a eu en fait toute une nouvelle vague d'élus municipaux relativement jeunes. Souvent, ce n'est pas une question d'âge. On peut être de n'importe quel âge, avoir une vision très à gauche de la gestion urbaine, évidemment, mais on en a vu quand même un certain renouvellement de la classe politique municipale,
à Longueuil, à Laval, à Québec, dans des dizaines de villes et de petits villages à travers le Québec également. Puis je pense qu'on souffle tranquillement vers une nouvelle approche de la gestion urbaine, quoique ça ne reste pas une approche qui, je pourrais mettre dans la case de ce que je pourrais appeler le municipalisme tel que je l'entends, je définis dans mon livre, qui va encore plus loin. Donc, je dirais l'autre niveau qui vient après, qui va un peu plus loin que ce qu'on peut voir, par exemple, à Montréal ou ailleurs. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je pense. Hein? Combien de temps, Jason? 2 minutes, parfait. Donc, c'est une vision, en fait, on peut voir davantage du côté, par exemple, de la ville de Barcelone, malgré ses imperfections. Il y a plusieurs défis, mais une vision plus combative, plus revendicatrice, qui amène plusieurs réformes en termes de gestion des communs urbains, qui voit, par exemple, l'économie sociale et solidaire, non pas comme une forme de secteur économique à part, mais plutôt vraiment comme le cœur d'une vision de la démocratisation de l'économie et qui expérimente davantage et qui propose des réformes en termes de démocratie numérique, participative directe, beaucoup plus fortes que ce qu'on peut voir, par exemple, à Montréal, où on met en place des budgets participatifs, mais ça demeure quand même des formes extrêmement, on pourrait dire, limitées ou isolées de démocratie participative. Donc, ça, c'est un autre niveau. Et peut-être pour conclure, enfin, le niveau qui va plus loin, qui va sur le spectre de la démocratie également, ça ne se contente pas de la démocratie participative ou la démocratie délibérative, mais on va plus dans le champ de la démocratie directe avec des assemblées citoyennes populaires. C'est ce qu'on appelle, on pourrait dire, ce que Murray Bookchin, vers la fin de sa vie, a appelé le communalisme ou le municipalisme libertaire. On pourrait dire que c'est une forme de municipalisme révolutionnaire qui prend forme parfois dans certains contextes, on pourrait dire extrêmes, de lutte armée parfois. Donc, ce n'est pas la meilleure façon de faire la révolution, mais on peut voir dans le cas de la révolution, par exemple, des Kurdes dans la région autonome du Rojava. Entre autres, le mouvement zapatiste également, on pourrait le mettre dans cette catégorie. Certains mouvements aux États-Unis, comme à la ville de Jackson, Mississippi, il y a des mouvements qui s'inspirent de cette approche aussi de libération noire, d'écologie, d'éco-socialisme, et qui ont un niveau encore plus critique, on pourrait dire des formes plus réformistes du municipalisme. Donc, c'est pour vous mettre ici toute une échelle pour vous dire qu'il n'y a pas une seule approche qui existe, il y a plusieurs courants d'idées, et ça va dépendre un peu du contexte social, culturel, politique dans lequel on va naître. Donc, je ne verrai pas au Québec, du moins, puis je vais peut-être conclure avec ça, du jour au lendemain apparaître un mouvement révolutionnaire de lutte armée pour le municipalisme. On n'est peut-être pas encore rendu là. On voit déjà qu'il y a un certain passage vers une forme de gestion progressiste et environnementaliste de villes et des villages dans différentes villes et villages ici au Québec. Mais je pense qu'un rôle comme peut-être Prenons la ville, c'est d'amener un peu plus loin dans une vision plus émancipatrice, démocratique, pour ne pas se contenter de petites réformes à gauche et à droite, mais pour amener des vrais changements encore plus loin. Donc, je vais conclure avec ça ici en termes de présentation pour vous donner un petit portrait pour qu'on puisse se repérer et échanger ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Ça a mis le table. On est maintenant un vocabulaire, on a une série de concepts pour permettre un très bel échange par la suite. OK, on va passer la parole. On va passer la parole à la prochaine personne dans notre soirée. C'est Juliana Fumagalli qui va présenter ses expériences et la question de la démocratie et quartier. 10 minutes à vous. Merci, Jason. Bonsoir à vous tous et toutes. Et puis, pour vous dire que je suis très heureuse d'être ici avec vous. Juste pour votre information, je suis à Bogota et je suis en train de participer à une mission d'observation internationale avec The International Progressives et la MOE en vue des élections du 29 mai prochain. Alors, je suis heureuse d'être ici avec vous. Évidemment, parler après Jonathan, c'est quelque chose d'autre. Hein? Jonathan, malheureusement, j'aurais dû peut-être suivre des cours avec lui ou en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour moi, il était important de prendre la parole et c'est la première fois que je le fais de façon officielle depuis les élections du mois de novembre. Et Prenons la ville et toute l'organisation de Prenons la ville et ce qu'ils font est très, très, très important. Et c'était, pour moi, ce qui est impérial, c'est d'organiser nos quartiers et de voir comment est-ce qu'on travaille à la mobilisation dans nos quartiers. Et parce que tout découle
au niveau de la gouvernance de notre vie et la mise en œuvre de cette vision citoyenne, tout ça découle par cette organisation de mobilisation citoyenne dans nos quartiers. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mais j'ai été la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension pendant 4 ans. Et ce que vous devez savoir, c'est que vous faites mon implication dans l'arrondissement date d'avant même le fait que je sois élue. Et mes liens remontent au fait, ce sont des liens familiaux. Et mes grands-parents sont arrivés là dans les années 50 et moi, j'ai déménagé là en 2000. Et quand je dis que je suis de Parkex, au fait, c'est pas juste que j'habite Parkex. Quand on habite là, au fait, on n'habite pas là, on vit dans Parc Extension. Et pour moi, c'est très important parce que Parc Extension rime avec communauté. Les lois de la démographie font en sorte que, font en sorte que 68% de la population est issue, n'est pas née au Canada. De ceux qui sont au Canada, donc les 32%, 86%, leurs parents ne sont pas nés au Canada. Et donc, ça fait en sorte que c'est une population immigrante, souvent très vulnérable. Et on a une des densités de population les plus élevées au Canada. Donc, on vit les uns par-dessus les autres et il faut être attentifs les uns aux autres et il faut s'entraider. Et ça, c'est clé. Donc, vivre à Parkex, c'est vivre en communauté. Évidemment, ceci tend à changer parce que maintenant, on vit le phénomène de gentrification qui vient changer beaucoup de nos façons de faire et d'être qui étaient là depuis toujours. Alors, quand j'ai déménagé à Parc Extension, j'avais donc des voisins qui venaient me voir parce que je parlais le français, l'anglais, pour que je les aide à bien comprendre qu'est-ce qui se passait lorsqu'ils recevaient des lettres ou ils avaient besoin d'aide pour comprendre les différentes administrations. Je vous raconte tout ça parce que, pour moi, je me suis rendu compte qu'il était important que je m'implique dans Parc Extension. Donc, cette idée de s'impliquer dans Parc Extension, elle est là profonde depuis que j'y habite. Et j'ai participé à un sommet citoyen en 2007, peut-être la plupart d'entre vous y étaient. Ce sommet citoyen a été fondamental pour moi. Je me suis rendu compte que les gens dans d'autres quartiers s'organisaient. Et pour moi, ça a été une révélation. Et je me suis dit, mais comment ça se fait dans d'autres quartiers qui n'ont peut-être pas autant besoin que ça s'organisent? Moi, dans mon quartier, qui a cruellement besoin d'organisation citoyenne, qui a besoin d'espace citoyen, il n'y a rien. Et d'où, là, m'est venue cette idée d'organiser et de créer un comité citoyen. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce comité citoyen, mais c'était pour créer un espace pour quand voisins et voisines, on puisse se parler, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse rêver ensemble. Et c'est ça qu'on a fait. On est allé chercher de l'aide extérieure, des gens comme Jean Panet-Raymond, le Centre d'écologie urbaine, le comité, la table de concertation de Villeray. Enfin, on est allé chercher plein de ressources pour pouvoir nous aider à s'organiser et sans la présence des élus. Parce que les élus ont insisté, ils ne comprenaient pas, nous, on habite dans le quartier, il faut qu'on soit présent dans le comité citoyen. Et ça a été une bataille qui a commencé là avec les élus, donc une bataille semi-personnelle, où moi, je leur ai personnellement refusé accès à ce comité citoyen, leur disant, mais nous, on a besoin de cet espace-là. Et c'était très important parce qu'on avait tellement d'enjeux qu'il fallait discuter. Donc, même à cette époque, en 2007-2008, on comprenait que l'arrivée du campus allait être un enjeu. On comprenait déjà que le logement était un enjeu. Et ça, c'est donc avant même que la gentrification, on puisse même la nommer et qu'on savait que c'était quelque chose, on savait qu'il y avait des enjeux, peut-être plus au niveau de la salubrité et pas tant au niveau de l'accès, mais la question de la salubrité des logements était un enjeu. La question du campus mine aussi, c'était un enjeu, mais nous, on n'arrivait pas à trouver les façons de se faire entendre réellement. Et je vous dis ça parce que aujourd'hui, Parc Extension est un foyer, on peut dire, où il y a énormément de militants et beaucoup de choses qui se passent. Mais à l'époque, on peinait à voir des gens faire autre chose qu'une manifestation.
Demander à quelqu'un de venir faire un drop de bannière est impossible. D'occuper un bâtiment est impossible. Donc, les quelques militants qui habitaient dans le parc Extension sont presque tous allés occuper le bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est beaucoup de gens de parc Extension qui étaient là. Mais on n'avait pas la capacité, par exemple, d'aller occuper l'hôpital chinois qui était désaffecté. On aurait pu commencer beaucoup de choses avant. Mais les militants étaient beaucoup des personnes ou d'origine immigrante ou âgées ou vulnérables. Mais enfin, on n'avait pas cette capacité de dire « nous, on va aller occuper un bâtiment ». On ne l'avait pas. Ça s'est créé avec le temps. Donc, le fait qu'on a changé aussi de population, bien, les militants, il y en a de plus en plus et aujourd'hui, il y a une masse critique. À l'époque, il n'y avait pas de masse critique et ça, c'est important. Donc, les enjeux avaient été identifiés, mais on n'avait pas la masse critique pour réellement affronter les élus et ou, en tout cas, soulever les enjeux d'une autre façon, disons un peu plus, en tout cas, comme je disais, en faisant une occupation ou autre. Et donc, après la création du comité de citoyens, je l'ai laissé parce que je pensais qu'il fallait qu'on soit un peu plus politique et il y avait des résistances. Alors, je suis allée militer, je suis devenue membre du conseil d'administration du CAP, qui est le comité de logement de Parc Extension. Tout ça pour vous dire qu'en mai 2017, une amie m'a fait la proposition de me présenter aux élections municipales et sans trop y penser, j'ai dit oui. Et il était clair que moi, je devais me présenter parce qu'il fallait qu'il y ait un changement de garde après 23 ans de règne d'Annie Sanson et de son équipe. Et oui, je me suis lancée sans trop savoir en quoi je m'embarquais. C'est vrai, j'étais très naïve, plusieurs le disent. Et oui, mais moi, ce que je veux aussi dire, c'est qu'il fallait cette dose de naïveté pour pouvoir faire finalement ce que j'ai fait. Et je ne sais pas si dans la lecture que vous en faites, c'est apparent, mais il y avait besoin de prendre ce gros bateau. L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est le 2e arrondissement plus grand à Montréal. Et c'était une administration qui était vouée à la voiture, qui ne voyait pas de façon, en tout cas, je pense la façon que nous on le voit, le problème du logement, le problème de la transition écologique, la question de la mobilité, les transports actifs. C'était des termes qui ne résonnaient pas dans leurs oreilles. Et donc, de prendre une administration et dire, bien là, on s'arrête, puis on change le bateau de bord carrément, mais il fallait avoir beaucoup de culot, mais aussi beaucoup de naïveté pour pouvoir aller de l'avant et le faire, et il fallait que ça se fasse. Par raison, on pourra critiquer de la façon dont ça a été fait, mais je pense qu'il fallait quelqu'un d'un peu naïf pour le faire. Et un des problèmes que moi j'ai identifié, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais au Québec, on vote tous à une date fixe. Donc, le 5 novembre, en tout cas, le premier dimanche du mois de novembre, tout le Québec vote. Mais en votant au mois de novembre, on a un enjeu très important, c'est qu'il n'y a pas moyen de prendre une pause dans nos activités municipales. Il n'y a pas de recess, ou je ne sais pas comment, une pause parlementaire comme il y a au niveau fédéral et provincial. Donc, on ne s'arrête pas pendant 2-3 mois, c'est business as usual. Donc, on est élu, 3 semaines après, tu as un conseil d'arrondissement, après ça, tu as un conseil municipal. Donc, la machine, elle continue à rouler. On a un budget à voter, un budget dont on n'a jamais vu le contenu. C'est problématique. Et il y a eu des démarches qui ont été faites pour faire changer les dates d'élection au mois de mai. Et il y a bien une raison pour cela, parce que l'été arrive, donc ça fait en sorte qu'on a le temps d'arriver, s'asseoir, comprendre les dossiers, rencontrer les fonctionnaires. Là, tout est fait en sorte pour qu'il n'y ait pas un réel changement de garde. Et ça, je pense que c'est important à comprendre. Et donc, et tout le monde s'attendait à ce qu'au lendemain de l'élection, qu'Annie Sanson gagne. Personne n'avait prévu qu'elle allait perdre. Donc, le système, à quelque part, ne le permet pas. Et les fonctionnaires non plus n'étaient pas prêts pour un changement de garde. Et ça, je pense que c'est important à bien saisir. Tout ça pour vous dire que c'est ça. Encore 1 minute, Juliane. Oh my God! OK. Très intéressant, mais on a encore 1 minute. À dire. Mais on pourra en parler dans les questions. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que j'ai réussi à faire, c'est de terminer mon mandat. Et ça, je pense que ça a été ma plus grande victoire, entourée d'une équipe exceptionnelle qui m'a soutenue jusqu'à la fin.
Et on a créé une équipe qui s'appelle Quartier Montréal et on a été la seule équipe dans tout le Québec à présenter une équipe uniquement composée de femmes. Et toutes ces femmes étaient issues de leur quartier et habitaient leur quartier. Donc, sur ce, désolé pour la longue mise en page, mais je vais vous laisser sur ça parce que sûrement, il va y avoir Patricia aussi qui va nous éclairer plus concrètement sur sa lutte plus contemporaine. Et j'ai hâte de l'entendre et ensuite de prendre vos questions s'il y en aura. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Juliana. Et juste une note en bas de la page. Prenons la ville est férocement non partisane. Puis, quand il y a des personnages qui sont issus des partis municipaux ou partis politiques, on va les inviter à s'exclure de nos démarches. Mais cette fois-ci, on a fait une exception, mais on a juste à souligner ça là, très fort. OK, alors on a maintenant une expérience du quartier, vive expérience. Merci pour cette partage-là. On va passer à la 4e personne dans notre soirée ce soir. C'est au tour maintenant de Patricia Clermont, qui est porte-parole de regroupement de riverains de Notre-Dame, entre autres choses, et elle va parler de la lutte pour la qualité de vie et le cadre du REM de l'Est. 15 de c'est à vous. Merci. Merci tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment enchantée d'être là. Je suis enchantée aussi de vous avoir entendu tous les 3 précédents. En fait, c'est de ça dont je parlais avec les organisateurs au tout début. Depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière, ça mijotait dans ma tête. Puis j'ai décidé, en fait, pour moi, ce n'est pas possible de vous parler de la bataille contre le REM de l'Est sans vous parler de l'autre bataille qu'on a gagnée il y a 20 ans contre le projet de modernisation de la rue Notre-Dame. Puis Francis, je vois Francis Lapierre rire parce qu'on sait bien que ce n'est pas une rue. On en a débattu longuement à l'époque. Et puis, à cette époque-là, en fait, c'était un projet d'autoroute en tranchée sur un tronçon qui était découpé par la MTQ pour qu'on n'examine que ce tronçon-là, alors qu'il est évidemment connecté. Alors, je vais commencer par là pour vous éclairer, en fait, sur comment je suis devenue porte-parole, en fait, qui est un drôle de hasard, mais en fin de compte, il y a une logique dans ce qu'on fait dans la vie, je pense. Vos expériences le montrent, d'ailleurs. Alors, en fait, en 99, mon conjoint et moi, on allait entreprendre nos études de doc. Donc, on était des étudiants. François habitait déjà dans le Chaga Maisonneuve. On a décidé d'habiter ensemble et on s'est installé ici. Et puis, vraiment, je dois mettre l'emphase sur le fait que 1999, c'était vraiment un autre siècle au niveau des prix. Parce que nous, d'ailleurs, on a rapidement déménagé dans le triplex qu'on habite toujours, alors qu'il était en reprise de finances par la banque. Et puis, après quelques mois, on a décidé, en parlant avec un des oncles de François, de faire une offre. Et puis, on a acheté le triplex. Et puis, ils étaient totalement contents, en fait, qu'ils nous ont passé de l'argent pour les balcons qu'il fallait reconstruire. Mais c'est sûr que comme étudiant au doctorat, chargé de cours, puis là, propriétaire, alors que nos locataires qui sont venus avec le triplex étaient des assistés sociaux qu'on n'a évidemment pas mis de côté, ça a donné lieu à d'intéressants malentendus qui perdurent d'autres façons, pas à mon sujet, là, mais que je vois se répercuter 20 ans plus tard d'autres façons. Ça pour dire que quand on a commencé à se rendre compte qu'on allait s'installer à côté d'une autoroute en construction, c'est certain qu'on est allé chercher de l'information. On a rencontré des gens qui étaient inquiets, mais perplexes, parce que vous savez, les questions de transport, c'est toujours abstrait pour les gens. On en entend parler à la télévision, alors ça a l'air loin. Puis souvent, les gens ne s'aperçoivent pas que c'est à côté de chez eux. Mais donc, on a rencontré des gens, on s'est informé. On s'est aperçu aussi, en fait, qu'il faut savoir que ce projet-là faisait suite à un autre projet encore plus fou, qui est moins connu, mais qui était un projet à l'époque de faire un 3e pont qui allait arriver directement dans Hochelaga Maisonneuve. Incroyable, mais
Et puis, je pense qu'il y a eu toutes sortes de délibérations au sein du gouvernement de l'époque, qui était par le Parti québécois, où est-ce qu'à un moment donné, le projet de modernisation de la rue Notre-Dame est devenu comme une espèce de compromis entre toutes sortes d'acteurs, hein, pas juste au sein du parti, ça se peut pas. Alors, tout ça pour vous dire que mon conjoint et moi, on a rencontré un de nos amis avec lequel on a décidé de travailler plus intensément. Par exemple, on a décidé à un moment donné d'aller au congrès du Parti québécois à Québec juste pour dire aux différents députés et ministres que ce n'est pas vrai que le quartier était pour ce projet-là, alors que Mme Harel, à l'époque, était très influente, puis elle a fait beaucoup de bien dans le quartier. Et surtout, elle a protégé le quartier de cette entrée de pont-là qui aurait vraiment défiguré le projet encore plus. Mais on est allé, et puis on a fait du bruit, en fait. Juste avant, on avait travaillé avec le Conseil régional de l'environnement aussi à faire connaître dans les médias une pétition par laquelle on essayait de faire savoir qu'en fait, les gens, plus ils entendaient parler du projet de modernisation, plus ils étaient contre. Et donc, le BAP a été annoncé parce que c'était incontournable pour le gouvernement étant donné le segment. Mais il faut savoir qu'un BAP, ça comprend deux phases. Et la deuxième, donc ça a commencé en septembre, la séance d'information, la première, puis ça s'est poursuivi jusqu'en novembre, qui devait être suivie par la deuxième, par laquelle il y a les audiences dans lesquelles on peut déposer des mémoires. Et là, je vous rappelle aussi qu'en 2001, Internet n'était pas autant présent dans nos vies, puis dans les vies de tout le monde. Ça veut dire que dans mon quartier, il y a beaucoup de gens qui n'avaient accès à l'Internet qu'en allant, par exemple, à la bibliothèque municipale. Alors, quand on a appris que, bon, on avait obtenu le BAP, ce qui était généralement normal, mais que la deuxième partie, elle a commencé le 19 décembre, on a revendiqué le fait qu'elle soit repoussée après, en janvier, parce qu'on se disait, bien, sinon, vous condamnez les plus vulnérables de notre quartier, notamment, à passer leur fête à la bibliothèque, qui de toute façon va être fermée, donc vous leur enlevez le droit de s'informer et de produire leurs paroles. Ce qu'on a gagné aussi, et au début janvier, en fait, on commençait à jongler avec l'affaire de fonder quelque chose et on a commencé à se dire aussi, ouais, c'est beau envoyer des lettres dans les journaux, mais comme individu, ça a une portée, mais ça a une portée quand même limitée. Alors, on a fait une assemblée publique improvisée vraiment, à laquelle sont quand même venues 150 personnes, et pas seulement du quartier, ce qui a beaucoup ému beaucoup de personnes du quartier qui pensaient que ça n'intéressait pas les gens qu'on enclave à Chagrin-Maisonneuve. Et puis, c'était très enthousiasmant, très surprenant. Mais à la suite de ça, on a décidé, les trois, de nous nommer. En fait, on a fait notre mémoire dans le cadre du BAP sous le nom de Association Habitat Montréal. Et c'était pour parler des politiques publiques qui étaient en relation avec la promotion, la préservation de la qualité de vie dans les quartiers centraux. Mais on a décidé, en fait, de n'agir qu'à trois. Mais désormais, autant dans ce projet-là que dans d'autres, par exemple, le projet de l'autoroute 25, le pont sur l'autoroute 25, on a procédé avec les groupes Yahoo. En fait, on produisait nos mémoires, puis on les faisait circuler sur une liste Yahoo qu'on avait notamment commencé lors de cette assemblée-là dans la taverne de M. Lippé. Et on a commencé à dire aux gens, par exemple, vous avez 4 jours pour nous dire ce que vous pensez de notre mémoire, pour nous suggérer des ajouts. Après ça, on ferme, mais vous pourrez écrire après ça pour dire que vous nous appuyez. Ce qui a mené à des belles situations, comme même 3 ans après, en 2005, quand on a déposé notre mémoire contre l'autoroute 25, quand je faisais le suivi au ministère de l'Environnement, ils disaient « Oui, Mme Clermont, on a bien reçu votre courriel. » votre mémoire, de même que 150 appuis. Donc, ça, c'était notre façon, en fait, puis ça, c'est en plus des représentations qu'on faisait dans les mémoires, dans les médias, c'est-à-dire avec toutes sortes de politiques aussi au sein de grands groupes, à intéresser des grands groupes aussi, parce que les grands groupes et les débats locaux, c'est toujours un peu compliqué. Mais notamment, on a interpellé le Conseil régional de l'environnement, justement, le Équiterre, dont j'ai participé au CA pendant 4 ans par la suite.
Mais surtout, le travail le plus passionnant, en fait, ce qui a été vraiment un laboratoire qui a vraiment, après ça, orienté ma vie, je dois le constater maintenant, c'est que les audiences du BAP, ça a été un moment de mobilisation puis d'échange intense avec tous les gens qu'on a réussi à intéresser, à faire venir, mais aussi tous les gens ordinaires, je vais mettre des gros guillemets, mais les gens ordinaires qu'on a convaincus de faire des mémoires, alors qu'ils nous disaient, moi, je ne suis pas instruit. Tu sais, toi, tu es au doctorat, tu es à l'université. Puis on leur disait, non, un mémoire, ça peut être une feuille recto-verso, puis on a besoin que vous nous racontiez vos vies par lesquelles on peut comprendre comment ce qui est arrivé déjà sur Notre-Dame a influencé votre vie et puis comment, en fait, ce nouveau projet-là pourrait encore impacter. Et puis, ma grande victoire personnelle à moi, ce qui m'a toujours guidée, en fait, c'est que dans le mémoire des commissaires du BAP, il y a des extraits de ces mémoires-là, de gens ordinaires, qui sont en fait des experts de leur milieu de vie dans la durée, dans la mémoire, parce qu'on a beau être à l'université, c'est par eux qu'on a appris plein de choses. On a appris à quel point, en fin de compte, un projet urbain, là, quand je vous dis appris, c'est-à-dire dans le vécu, là, comment la destruction de milliers de logements, entre 5 et 8 000, on n'arrive jamais à savoir vraiment le nom, mais comment, par exemple, ça défait le tissu social, ça induit des problèmes, des problématiques même de santé mentale, sur les emplois, sur l'entraide communautaire. Alors, moi, c'est une époque à laquelle j'ai vraiment appris puis voulu poursuivre dans cette veine-là que fréquenter toutes sortes de monde, des politiques, des médias, des grands groupes, ça oblige à beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'opportunités aussi, en fait, d'opportunisme plutôt en termes d'agilité, de savoir saisir des opportunités, de savoir essayer de traduire comment chacun parle de ses enjeux, en fait, par rapport à ce qui est proposé, en fait, par les politiques. Et je me souviens très bien que le Parc Morgan, déjà à cette époque-là, on nous promettait, en fait, le projet venait avec une espèce de carotte qui était la promesse de réunir le Parc champêtre et le Parc Morgan. 20 ans plus tard, on sait très bien, en fait, en regardant ce qui s'est passé à Turcot avec la dalle parc, puis qu'est-ce qui a sauté très rapidement, même si on a finalement réussi à faire quelque chose, mais on a bien vu que la MTQ, c'est ce qui faisait sauter en premier. Et je me rappelle, par exemple, le responsable des transports à l'époque, j'étais en train de faire un souper, il m'appelle, Madame Clermont, pensez-vous vraiment que Chagrin-Maisonneuve tient à son parc? J'avais dit, moi, ça ne me dérange pas. Si vous acceptez, en fait, de laisser partir ça, vous allez vous retrouver dans la chenoute. Puis, en fait, c'est le genre de message que j'ai toujours tenu avec les politiques avec lesquels j'arrivais à entrer en contact, c'est-à-dire, moi, je suis en contact avec du vrai monde. Voici le pouls que je vous donne, mais aussi d'apprendre à parler leur langage. Ça a voulu dire d'apprendre... même si moi, mon doc n'est vraiment pas un aménagement et un urbanisme, je dis tout le temps que ça a été mon doc on the side parce qu'il faut apprendre qu'est-ce que c'est que l'induction routière, qu'est-ce que c'est que la mixité, les quartiers à échelle humaine. Puis ça, j'ai fait ça au cours des 20 années, là, pas juste à cette époque-là. Mais déjà, de montrer aux politiques, aux grands acteurs que non seulement moi, mais les gens ordinaires aussi sont capables de s'approprier ce langage-là, de participer à l'intelligence collective pour améliorer leur milieu de vie et la société. Puis vous savez, AHM-TL, en fait, AHM, c'était surtout pas Association Hochelaga-Maisonneuve, c'était Association Habitat Montréal avec l'argument que si 60 000 chars arrivaient à Montréal, ils arrivaient dans la grande région de Montréal. Vous voyez, 20 ans plus tard, on a vraiment fait exploser ce nombre-là. Alors ça, c'est comme pour moi la genèse de mon engagement, mais c'est dans le quartier, puis dans ce genre de questions-là. Et au cours des années, comme je vous ai dit, j'ai participé après, je me suis impliquée de plus en plus en environnement en parallèle de mes études, de mon travail de chargée de cours. Et quand j'ai fini mes études, après ça, j'ai été conseillère en politique publique au Centre d'écologie urbaine pendant presque 1 an. Et par la suite,
ben, je me suis comme inventé un métier que j'appelle analyste stratège indépendante dans les questions urbaines. Et par la suite, je suis devenue aussi, je me suis engagée quand ma première fille a commencé le primaire. À un moment donné, j'ai entendu parler de chaîne humaine, puis j'ai intégré progressivement le comité organisateur du mouvement de parents « Je protège mon école publique ». Ça, je ne vous parle pas ça aujourd'hui, mais ça, c'est un immense apprentissage dans le domaine de l'éducation. Puis depuis 2 ans, je suis la porte-parole de ce mouvement-là. Mais à peu près à la même époque, il y a eu aussi tout le dossier de Raymond Logistique qui a commencé. Quand on a appris que ce monsieur-là achetait ce terrain-là comme vraiment une surprise, parce que ça a été un terrain qui a été délaissé historiquement, qui a été comme consacré industriel, alors qu'on voit maintenant aujourd'hui que, évidemment, le quartier a évolué parce que le quartier que j'habite, c'est un quartier qui a des enjeux de gentrification, mais qui est surtout en revitalisation. Il faut savoir que, par exemple, au sein de Mobilisation 6600, parmi les plus actifs, une des réalisations que j'ai vues cette année avec beaucoup d'intérêt, c'est voir les gens avec lesquels je parle quotidiennement réaliser qu'ils étaient propriétaires, mais ils sont des propriétaires qui se soucient profondément au point de donner beaucoup de leur temps et de leur énergie à l'amélioration de la vie de tout le monde dans le quartier. Oui? Patricia, on a encore peut-être 1 minute. Parfait, OK. J'arrive tout de suite justement au regroupement des riverains. Donc, ce sont les résidents, c'est dans Chagrin-Maisonneuve, qui vivent à côté de Notre-Dame. Puis, je suis devenue porte-parole parce que la fondatrice allait mettre son emploi en jeu. Alors, on s'est parlé, puis c'est comme ça que je suis devenue porte-parole. Et la mission première, c'est pas de battre le REM, c'est d'améliorer le milieu de vie et de réduire les nuisances. Et c'est beaucoup avec cet argument-là qu'on fait des représentations, mais c'est aussi parce que quand le bulldozer de CDPQ Infra s'est mis en route avec la volonté du gouvernement, il y a aussi le fait que dans le quartier, il y a 6 éléments patrimoniaux qui ont été mis à l'étude pour citation patrimoniale, dont le parc Morgan. Et ça, en fait, ça a été notre argument principal dans les médias. Ça a été notre fer de lance, d'autant plus qu'il a été redécouvert et réapproprié par les résidents de Chagrin-Maisonneuve pendant la pandémie. Alors, ça a été notre atout de communication, notre principal moteur de discours avec les médias, toutes sortes de médias, anglophones aussi. Et au travers des mois, en fait, on a d'abord fait une première sortie publique dans la presse en mars 2021. Après ça, on a parti une pétition pour justement aller contre ce projet-là. On a participé à une manif le 5 juin, avant laquelle, une semaine avant, on se rendait compte avec horreur que les gens du quartier ne se rendaient pas compte de ce qui s'en venait dans leur face. Et on a surtout beaucoup déployé d'énergie pour notre part à faire toutes sortes de contacts privés avec toutes sortes d'acteurs, y compris CDPQ, mais politiques, économiques, les médias, les spécialistes comme des urbanistes, Héritage Montréal, des groupes alliés, parce que les médias sociaux en 2022, c'est un moteur de concertation. Ça fait partie de notre vie. Et on a aussi, au cours de l'été, après cette manifestation, au cours de l'été, on a marché le terrain, comme on dit, du parc Morgan jusqu'à Raymond Logistique. D'ailleurs, je faisais ces rencontres-là avec les chefs et des membres de Québec solidaire, mais aussi du Parti québécois. Les autres ne se sont pas manifestés. Et surtout, pendant les 2 campagnes électorales, fédérales et municipales, on a rencontré tous les partis. Et je veux juste souligner, parce que j'aurai peut-être le temps d'en parler plus tard, mais que dans tous ces groupes-là, l'atout d'être apartisan, ça nous a permis d'être identifiés comme un acteur rigoureux et à propos desquels on ne pouvait pas nous coincer, en fait, en nous disant qu'on avait des idées, parce qu'on disait de toute façon, on rencontre tout le monde. C'est ceux qui ne viennent pas nous rencontrer qui se peinturent dans le coin. Et récemment, en février, on avait fait une déclaration commune aussi pour arrêter le projet au Centre Saint-Pierre. Alors,
c'est tout ce travail-là avec d'autres groupes de manière quotidienne, certains plus visibles. Il y en a qui vont devenir de plus en plus visibles maintenant que CDPQ est sorti, mais on a travaillé aussi de concert, par exemple, avec le collectif en environnement de Mercier-Est qui a fait beaucoup de mobilisation dans les parcs l'été passé avec les chaînes humaines à l'automne. Et donc, c'est ça. Je voulais vous dire en fait que c'est tout ce travail-là apartisan, rigoureux, agile, qui fait mon quotidien, mais qui fait le quotidien de beaucoup d'autres gens aussi avec qui je travaille. Merci beaucoup, Patricia, pour ce partage. Voici un parcours d'une citoyenne engagée, une résidente très engagée depuis 20 ans dans son quartier. Alors, c'est truffé de leçons importantes et des stratégies tactiques, parfois visibles, parfois invisibles. Merci beaucoup pour ce partage. Je vais maintenant passer la parole. Mais maintenant, on tombe dans la dernière partie de ma soirée. On est dans le partage maintenant avec les gens dans la salle et je vais céder la parole à Pierre Hamel que nous avons introduit au début, qui va animer la prochaine partie. Et après que cette partie est finie, Pierre, vous allez transférer à moi et je vais fermer la salle comme il faut. Alors, c'est à vous, Pierre. Merci. Merci, Jason. Écoutez, on a quand même passablement de temps pour échanger. Et ce qui se dégage de vos présentations, dans le fond, enfin, il y a beaucoup de choses qui se dégagent, mais on voit que les luttes telles qu'elles se définissent aujourd'hui, compte tenu de la transformation des enjeux urbains, sont passablement différentes au sens où de nouveaux enjeux. Et c'est intéressant ce que Donald mentionnait par rapport aux frappes. C'est intéressant de mettre les choses en perspective de ce point de vue-là. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ce sont la spécificité des enjeux urbains, que ce soit par rapport à la gentrification, par rapport à la solidarité qu'on développe entre les groupes dans un quartier comme Parc Extension et comment on travaille avec des populations qui sont d'une nature différente. Et dans le cas d'Hochelaga-Maisonneuve, on voit bien que c'est vrai qu'il y a une tradition qui remonte à longtemps, une tradition de mobilisation et de lutte qui remonte aux années 60 dans Hochelaga-Maisonneuve, mais il n'en reste pas moins que les enjeux se définissent aujourd'hui sont quand même passablement différents. Ce que je voulais aussi mettre en lumière, c'est le fait que il me semble que les questions d'organisation au plan politique, et je pense au municipalisme dont parlait Jonathan, je pense que ces questions-là peuvent s'inscrire dans les quartiers aujourd'hui d'une manière très concrète. Et les exemples dont Juliana a parlé, Patricia a parlé, et Donald aussi, je pense que ces exemples-là sont bien, peuvent aider à enrichir l'idée du municipalisme tel qu'on peut le concevoir sur un plan, disons, sur un plan théorique ou sur un plan politique. Donc, la table est ouverte pour la discussion, pour des précisions, pour des compléments, mais aussi pour poursuivre la discussion, à la fois sur la comparaison de ce qui se passe, des défis qu'on a à relever aujourd'hui par rapport au passé, mais aussi des choix qui sont faits aujourd'hui dans les quartiers par rapport à des enjeux très concrets, que ce soit. Et on voit que ces enjeux-là, même si
même si le développement urbain prend de nouvelles formes, même si les populations se transforment, on voit bien que on est toujours encore confronté avec la question des inégalités sociales, des enjeux de justice, le problème de l'accès et les aspects que je pense que c'est Juliana, mais aussi Patricia qui le soulignait, les aspects reliés à l'amélioration des milieux de vie et donc à lutter contre les nuisances. Mais ça pose des... Oui, puis l'autre chose que je voulais souligner, c'est que la question de la démocratie, dans le fond, on le voit bien à partir des présentations qui viennent d'être faites, on voit bien que la question de la démocratie, ce n'est pas juste une question théorique, c'est une question qui est une question qui est très concrète, dans le fond, et qui se pose au jour le jour. Lorsque les populations sont déplacées par des projets comme la modernisation, ou risquent d'être déplacées par des projets comme la modernisation de la rue Notre-Dame ou le REM de l'Est, ou des aménagements comme celui que veut faire Raymond Logistique, ou encore quand l'Université de Montréal implante le campus 1000, avec les effets en termes de transformation des conditions de logement, en termes de gentrification, en fait. On voit bien que ces choses-là sont très concrètes et qu'elles affectent directement les populations locales. Jason a levé la main. Je vais briser la glace avec une question, plutôt un constat puis réaction. Les consultations publiques, le BAP, OCPM, c'est pas le fin d'une lutte, c'est le début d'une lutte. Commentaire, question, commentaire sur cette propos. Jason, à qui la question est-elle? C'est ouvert à toutes les quatre. Patricia qui veut répondre. Vas-y, Patricia. Je vais y aller, en fait, parce que ce sont deux instances auxquelles j'ai beaucoup participé. Et puis, en fait, moi, je pense que c'est des jalons vraiment importants. Vous savez, le BAP de 2002, c'est un des rapports. Le BAP a souvent fait du très bon travail. Mais cette fois-là, ce qu'il y avait de particulier, c'est que toutes les forces étaient pour le projet. Et avec le témoignage, avec la participation du public, à la fin, ils ont recommandé qu'on arrête, qu'on ne fasse pas ce projet-là et qu'on privilégie plutôt une idée de boulevard urbain. Et la grande victoire qui perdure à ce jour, c'est que l'autoroute n'a pas été faite, même si c'en est une quand même, là, et que l'idée qu'il fallait penser à autre chose a perduré. Il y en a qui le déplorent, qui veulent absolument, encore aujourd'hui, ce contre quoi on se bat, là, à part le REM de l'Est, en fin de compte, qui, au lieu d'être une tranchée, allait être un ouvrage en hauteur monumentale qui a défiguré le quartier. C'est la question, tout à l'heure, M. Hamel, vous parlez du déplacement des populations, mais des fois, c'est la condamnation des populations vulnérables à subir les nuisances. Mais ça donne que la gentrification, elle a ceci de bon que, en fait, ça a été beaucoup démonisé, là, mais si on regarde le terme gentrification, ça va aussi avec la mixité sociale. Dans Hochelaga-Maisonneuve, en tout cas, il y a des problèmes, mais par exemple, la mobilisation 6100, avec tout ce qu'elle a réussi à mobiliser comme monde, c'est aussi la démonstration d'une mixité sociale qui défend sa richesse, qui défend à ce que tout le monde, pauvre et riche, proprio et locataire, on n'ait pas des nuisances à vivre déjà que celles qu'on a, elles sont à réduire, qu'elles n'aillent pas en augmentant. Mais je pense que c'est important de participer à ces instances-là comme le BAP et puis l'OCPM parce qu'à ces moments-là, c'est un œil extérieur professionnel le plus objectif possible. C'est un événement aussi dans les médias qui s'inscrit dans la mémoire et dans la durée. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'y participer, puis qu'on invite la plus large participation du public. Merci.
Je veux juste peut-être intervenir aussi après Patricia. Effectivement, moi, j'ai participé à l'OCPM. Il n'y a jamais eu le BAP dans notre arrondissement, mais à l'OCPM, ils sont venus plusieurs fois. Et dernièrement, au mois de novembre 2021, et suite aux différentes présentations, le rapport rendu exige un plan Marshall pour Parc Extension. Donc, évidemment, ça laisse beaucoup d'espoir parce que, au fait, c'est la pogne après ça. Le rapport, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce rapport-là? C'est surtout ça qui nous préoccupe parce que le fait que les commissaires aient dit il nous faut un plan Marshall, on comprend, le plan Marshall a relevé l'Europe. Mais est-ce qu'il y a vraiment des forces qui ont des intérêts à ce qu'il y ait un parc extension qui soit à l'image de la population qui y habite? Parce que c'est ça la question. Parce que, et c'est là où moi, j'ai espoir dans ce rapport de l'OCPM, mais j'ai quand même beaucoup de doutes et d'hésitations parce qu'il y a beaucoup de forces qui veulent que Parc-Ex change. Et change, mais pas à l'image des gens qui y habitent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Parc Extension n'a jamais été un quartier délaissé, abandonné, qui a été vidé de ses résidents. On a toujours été à pleine capacité. Et c'est ça qui est très important et ce n'est pas en train d'arriver. Alors, je vois difficilement comment ils vont faire ce plan Marshall, mais je compte en tout cas être présente pour m'assurer que ça se fasse. Juste une question, ce plan Marshall, il est proposé par l'administration municipale? L'OCPM? Ah, l'OCPM. Oui, mais comment l'OCPM peut arriver avec un plan? Et parfois, les recommandations de l'OCPM sont très fortes, mais le problème est que le suivi de la ville est invisible et quasi, il n'y a aucun suivi parfois. Mais alors, c'est la question, est-ce que c'est le début de la lutte avec une recommandation forte? C'est ça la question. Moi, oui, vas-y, Jonathan. Est-ce que vous pouvez lever vos mains en utilisant la transcription en direct pour que je puisse OK. Donc, Jonathan d'abord, et ensuite Patricia. Oui, donc ce que je voulais juste ajouter comme réflexion générale, c'est que je pense que le rapport du BAP ou de l'OCPM, ce n'est pas le début de la lutte, c'est juste un moment de la lutte, parce qu'il y avait une lutte contre l'embourgeoisement, la gentrification avant, dans différents quartiers de Montréal, à Parc Extension, le CAP, entre autres, le Comité d'action de Parc Extension, a fait différentes actions et d'autres groupes autour de défense des droits des locataires. Et là, il y a le rapport qui sort qui donne des outils supplémentaires pour dire, mais il faut qu'il y ait un plan d'action très large avec une série de recommandations pour essayer d'amener des changements plus significatifs pour limiter l'embourgeoisement. Mais je pense que même après, comme c'est ça, il va y avoir une suite, il doit y avoir une suite pour que ça puisse prendre forme aussi. Puis la lutte doit se faire au niveau citoyen populaire, de se faire à l'intérieur de l'appareil municipal, en termes de lobbying, de lettres ouvertes dans l'espace, en fait, lettres ouvertes, vidéo, l'espace médiatique doit être impliqué aussi dans ça. Donc, c'est vraiment un temps de la lutte qui n'a de sens que parce que ça s'inscrit dans un processus beaucoup plus large par la suite. Donc, c'est un peu ma réflexion ici. Merci. Patricia, vous voulez ajouter quelque chose? J'allais ajouter, en fait, que comme je vous disais tout à l'heure, en 2002, il y a eu en amont une bataille pour un BAP. Puis dans les 5 dernières années, dans Chagrin-Maisonneuve, il y a eu une bataille. En fait, mobilisation 6600, ça commence par un droit d'initiative qui requérait 5000 signatures. Puis la campagne en plein hiver glacial qu'on a fait pour recueillir les 5000 signatures, ça a atteint 6600, y compris dans Mercier. Alors que c'est plus dans Viauville que ça a commencé. Et puis, tout ça, c'était parce qu'on réclamait que l'OCPM s'en mêle. Alors, souvent, il y a une bataille en amont pour atteindre cette agora-là. Cette agora-là permet que participent aussi des experts qui, autrement, dans le débat médiatique, ne vont pas nécessairement se mouiller.
C'est une instance officielle. Puis après ça, il y a l'enjeu pour que, comme Jonathan le souligne, ce soit suivi, pris en compte. Dans la bataille du REM, l'enjeu, c'était est-ce que ce projet-là est prêt pour un BAP? Je pense qu'on a démontré qu'il n'y avait pas de projet, donc il ne pouvait pas y avoir de BAP. Mais il faut se rappeler que le REM 1, dont on va voir les effets à mesure qu'il entre en service, il y a eu un rapport du BAP qui a été complètement ignoré par le gouvernement libéral. Puis ça, c'est un scandale, en fait, parce que en fait, une fois qu'on fait ce projet-là, malgré le BAP, on fait deux choses. On ne considère pas le travail qui a été fait puis les recommandations qu'il y a là-dedans, mais aussi on dévalue l'institution même du BAP. Alors, c'est vraiment important de savoir qu'en fait, ce n'est pas le début. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de jalons. Ces instances-là sont elles-mêmes le cœur de plusieurs luttes qui doivent continuer dans le temps. C'est certain que le BAP, au même titre que le BCM avant, l'OPCM ensuite, sont des instances qui peuvent être utilisées par les groupes et qui ont été utilisées par les groupes depuis les débuts comme outil de mobilisation, comme outil de diffusion d'informations, etc. Je veux dire, mais c'est important de souligner comment ces instances-là sont quand même comment dire, orientées en fonction des exigences politiques des institutions en place. Claudia. Oui, merci. Moi, j'aurais une question pour Monsieur Bédard. On vous invite à lever votre main en utilisant le bouton réaction qui est en bas. Comme ça se met en ligne et c'est plus facile. Pierre, vous aurez peut-être pas vu sinon. Mais maintenant, Pierre, tu le sais, tu peux lui donner la parole après. Alors, bon, ma question s'adresse en grande partie à Jonathan. J'aimerais savoir ce que tu vois comme étant, parce qu'on voit, par exemple, moi, je suis sur le plateau, on voit que l'arrondissement du plateau a toujours essayé ou essaye toujours de faire rentrer un peu du participatif dans le fonctionnement de la ville de plus en plus. Je veux dire, j'organise avec un nous plateau des assemblées citoyennes, puis ils viennent à chaque fois, les membres de Projet Montréal viennent, puis ils sont intéressés à faire avancer ça, à faire avancer quelque part la démocratie directe. Mais je sens qu'ils sont un peu jammés sur, sur quelle est l'étape suivante. Alors, selon toi, qu'est-ce que, tu sais, bon, là, il y a des budgets participatifs, ils font un peu de consultation à gauche, à droite. Quelle est la chose que tu leur recommanderais, là, par exemple, pour pousser d'un cran, continuer plus loin? Ce serait quoi les étapes là, qui pourraient être mises en place ou qui devraient être mises en place pour avancer vers ce processus? Oui, comme si j'avais une suggestion globale à faire, je pense que ça serait peut-être de lancer une mobilisation citoyenne large puis de prendre, en discutant de l'OCPM, le droit d'initiative de la Ville de Montréal pour faire une forme d'état des lieux sur l'état de la participation à Montréal, la participation et démocratie locale. Là, c'est sûr qu'on n'a pas face à nous un gouvernement hyper autoritaire. En même temps, on sort d'un contexte de confinement, de pandémie mondiale. La démocratie a été confinée pendant un bout de temps. Il y aurait peut-être quelque chose dans la conjoncture actuelle, puis avec 15 000 signatures, faire un état des lieux sur les dispositifs de participation. On a plein de conseils à Montréal, conseil interculturel, conseil des femmes, conseil jeunesse. On a des budgets participatifs. Mais il n'y a pas de guichet unique, puis le citoyen ordinaire, moyen, arrive. Où est-ce que je peux m'impliquer dans la ville? On ne le sait pas vraiment. Puis est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut avoir une politique plus cohérente? Donc, je ne pense pas qu'il faut créer nécessairement des niveaux dispositifs quand ceux qui existent déjà ne sont pas assez intégrés. Donc, cette idée-là, je crois qu'on pourrait miser sur une mobilisation citoyenne. Où est-ce qu'on est rendu en tant que communauté politique à Montréal? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Peut-être qu'il y a du dédoublement d'instances. Peut-être on pourrait en engloutir, avoir une forme d'observatoire de la démocratie. Puis ça, je pense qu'en mobilisant des gens comme la coalition Démocratisons Montréal, Prenons la ville, que vous êtes une coalition, il y a plein d'autres groupes. Puis je pense qu'organiser quelque chose comme ça donnerait un souffle. Puis il faut que ça vienne de la société civile. Puis après ça, Projet Montréal va avoir ça. Puis après ça, on pourra faire pression. Mais je pense que mini-groupe citoyen face à Projet Montréal, ça ne fera pas grande différence sinon, ça va créer une nouvelle instance, un nouveau bidule
mais ça ne fera pas de grande différence. Donc, c'est un peu l'intuition que j'ai à l'heure actuelle. Et je dois malheureusement vous quitter parce que j'enchaîne dans une autre rencontre immédiatement après, mais ce fut une très belle discussion. Merci. Merci, Jonathan. Je suis contente d'avoir eu le temps de poser ma question. Michel Bédard. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Entendez-vous? Oui, très bien. Alors, je suis heureux de constater qu'il y a beaucoup de gens qui sont des batailleurs et ils n'ont pas l'intention de lâcher. Moi, ça fait quoi? Ça fait 45 ans, puis j'ai 68 ans, que je suis un citoyen actif dans mes communautés où j'ai demeuré. Et puis, oui, je reconnais, comme Mme Clermont, que l'Office de consultation publique de Montréal et le BAP regroupent des experts qui avancent des conclusions par rapport à des projets qui sont très sensés, à la fois leurs conclusions et les projets. Mais parfois, oui, effectivement, ça déraille au niveau politique. Alors, l'engagement citoyen est plus important que jamais. Et j'ai constaté par Mme Clermont et d'autres que les succès sont possibles. Moi-même, j'ai obtenu plusieurs succès, donc la participation citoyenne doit être valorisée, favorisée. Et puis, je suis très heureux de l'organisme Prenons les villes. Alors, souhaitons que l'organisme prenne des forces. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre veut poursuivre sur ce rôle des instances de consultation? Bruce, est-ce que vous avez levé la main? Non? Il se grattait le poignet. Donald. Oui, merci. En écoutant tous les intervenants sur la question des citoyens et des citoyennes qui luttent puis qui ne lâchent pas, je les applaudis parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. C'est encore plus difficile aujourd'hui que c'était dans le passé. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les villes aujourd'hui sont devenues la pierre angulaire d'une société qu'on peut appeler capitaliste. C'est les villes qui sont au cœur maintenant de toute cette régénération du système capitaliste. On n'a rien qu'à regarder les projets que Mme Clermont nous a fait part, puis d'autres, effectivement, qu'on pourrait nommer à travers la ville de Montréal et même l'île de Montréal. On voit que finalement, ce sont comme des projets qui visent ce qu'on appelle le développement. Mais la question se pose, est-ce que le développement pour qui? Le développement pour qui? Et c'est pour ça que dans nos luttes aussi, c'est important qu'on envisage qu'est-ce qu'on veut dans notre ville? Comment est-ce qu'on voit notre ville? Comment est-ce qu'on voit notre ville pour les citoyens et les citoyennes? Ça veut dire qu'on doit non seulement se lutter pour changer les attaques qu'on subisse à gauche et à droite, mais il faut nous-mêmes se dire, mais quel type de ville nous voulons-nous? Comment est-ce qu'on veut vivre dans cette ville-là? Il ne faut jamais oublier aussi, puis je reviens toujours au passé, parce que peut-être c'est disons, parce que je suis un historien, mais c'est les travailleurs qui ont construit les villes. Puis encore aujourd'hui, ces mêmes personnes dans les quartiers populaires sont obligées de se battre pour trouver une place dans cette ville-là. C'est inacceptable. Inacceptable. Donc, c'est juste ça. Fait que j'applaudis Mme Clermont, j'applaudis Jonathan pour avoir parlé, j'applaudis Juliana, parce que c'est les luttes qui changent la situation. Puis toujours, puis le jour que je ne serai plus là, de toute façon, tout le monde va lutter constamment. Et je vous remercie beaucoup d'avoir venu ce soir aussi. Patricia va intervenir, je pense, à la suite de ton intervention, Donald. Je voulais, en fait, je vais rebondir sur ce que tu as dit, mais les villes sont aussi le moteur d'où on peut avoir une action politique concrète. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quand c'est dans notre quartier, quand on rencontre d'autres gens dans notre quartier qui sont préoccupés par des choses qui nous touchent,
que les gens apprivoisent la politique. C'est quand on voit les effets, c'est quand on en entend parler que... Alors, les villes, puis moi, depuis presque 6 mois, là, je suis devenue coordonnatrice de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Puis à ce titre-là, ben, mon organisme, j'ai comme mandat aussi de l'insérer mieux dans le milieu environnemental. Mais ce qui est frappant, là, c'est qu'à l'aube d'une campagne électorale québécoise, ce qui nourrit le travail, c'est-à-dire ce qui joue comme levier dans ce qu'on a pour ne pas juste être souvent déprimé comme monsieur, madame, tout le monde quand il écoute les médias tous les jours. La CAQ va gagner, puis ce gouvernement-là, voici, voilà. Nous, en tout cas, la dernière élection au niveau municipal et tout ce qui se passe depuis, c'est un super levier. Mais c'est aussi une leçon. Vous savez, quand, par exemple, la CMM adopte un règlement par lequel il y a des milieux humides qui vont être protégés désormais, mais à quelque part, c'est comme jouer un tour au gouvernement provincial. Alors, c'est pour ça que c'est vrai qu'on peut voir ça comme des moteurs de l'économie capitaliste, mais l'économie capitaliste elle-même est confrontée à des grands changements en ce moment. On voit bien avec l'inflation que... Puis là, je sais que Donald, tu vas trouver que je rêve, mais je veux dire, c'est Non, non, c'est bon rêver, c'est bon rêver. Moi, j'en ai besoin, en tout cas. Mais tout le monde en a besoin. Mais comme tu l'évoquais, ça se passe dans le temps long, fait qu'on trouve ça long, mais c'est le travail continu qui fait qu'à un moment donné, ça bouge. Et puis, c'est pour ça qu'il faut plus que jamais, moi, je considère en tout cas que la victoire de 2002, elle vaut encore aujourd'hui. En tout cas, moi, elle nourrit mon action, mais elle nourrit l'action de plein de gens. Comme Francis Lapierre le souligne aussi, il y a des exemples qui sont là puis qui méritent d'être repris ou en tout cas rediscutés, réexaminés, parce qu'on n'a pas toujours à réinventer la roue, mais il faut faire prévaloir cette mémoire-là des luttes et aussi des victoires. Parce que, vous savez, le REM de l'Est, là, c'est pas fini. Là. On commence le débat sur une amélioration du transport collectif dans l'Est. Mais la victoire, quand même, d'avoir sorti CDPQ du portrait, il faut la célébrer parce que c'est comme ça qu'on va chercher de l'énergie puis qu'on va se convaincre les uns les autres qu'on est capable de gagner. Puis que non, les écolos ne sont pas des protecteurs de grenouilles puis des pelleteux de nuages. Ils gagnent des choses fondamentales. On a fait reculer le gouvernement de la CAQ sur ce projet-là qui était comme un petit peu sa caution verte à lui. Tu sais, voilà, je fais du transport en commun en faisant le REM de l'Est. On l'a fait reculer. C'est important de se rendre compte puis de s'approprier qu'on appelle ça du municipalisme, qu'on appelle ça de l'action communautaire dans les quartiers, qu'on intéresse les gens à dire oui, on peut faire de quoi. Et tant que ça dure, la mobilisation aussi en est une preuve. Tant qu'on est dans les médias, tant qu'on fait parler de nous de toutes sortes de façons, toucher des fois, on gagne quelque chose. OK. Très bon. Merci. Autre commentaire? Je vous souligne qu'il est 19h40. On peut poursuivre un peu encore. Mais en principe, on devait aller jusqu'à 19h30. C'est aussi vrai que c'est un élégant moment de terminer. Il y a Michel qui a levé la main. Michel Bédard veut intervenir. Oui, j'ai fait beaucoup d'actions politiques et puis il y a 2 constats. La première, c'est que la démocratie n'existe que dans les dictionnaires et les discours creux de vendeurs de mythes et d'illusions. Mais à nous de faire en sorte que ça ne soit pas vrai et j'ai confiance en nous. La deuxième, c'est que c'est dommage que le citoyen doit se battre contre sa propre administration municipale. C'est un non-sens, mais c'est la réalité. Et d'où l'importance de nos actions. Merci. Oui, non, mais effectivement, cette remarque-là, comment dire, on nous rappelle que
que le pouvoir reste un espace politique souvent contrôlé par les acteurs dominants. Et donc, on n'a pas beaucoup le choix si on veut limiter les effets négatifs des décisions qui sont prises par ces pouvoirs politiques d'intervenir et de s'opposer. Quand j'étais jeune, mon père, il m'avait dit, Michel, only money talks. Je n'avais pas compris, j'étais jeune, mais j'ai vitement compris avec les années. Là. Mais une autre chose qui se dégage des échanges qu'on a ce soir, c'est beaucoup la redéfinition des relations entre toutes ces luttes dont on parle maintenant et qui devrait nous amener à réfléchir sur la possibilité de renforcer la démocratie directe, bien sûr, mais le projet démocratique à l'échelle des villes. Donc, autrement dit, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est sur le fait que pour faire avancer cette idée non seulement de démocratie directe, mais de démocratisation de la gestion publique, la question se pose des relations entre toutes ces luttes ou de la convergence de toutes ces luttes, enfin. Non pas je ne pense pas qu'il faille instaurer une superstructure pour coordonner toutes ces luttes, mais il n'en reste pas moins que il est important d'avoir des lieux, le forum de ce soir en est un, pour diffuser ce qui se fait dans différents quartiers. Et donc, ça permet de prendre conscience que des remises en question, des affrontements et des luttes contribuent à changer des choses. Et je pense que cela m'apparaît très positif. Il y a Juliana et moi qui avons levé la main. Juliana, oui. Est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, Juliana. Merci. Pierre, tu dis des choses intéressantes. En fait, tout le monde dit des choses très intéressantes. Je pense qu'un peu en lien avec même ce que Patricia disait, les citoyens, citoyennes réagissent ou agissent ou se mobilisent autour d'enjeux auxquels ils sont très sensibles. Donc, par exemple, nous, dans l'arrondissement, toute la question de la carrière Francon, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la carrière Francon? La ville a une vision, l'arrondissement a une vision, mais les citoyens en ont une qui est complètement différente. Et comment ça se fait que les désirs d'une population ne sont pas écoutés par les mêmes administrateurs qui devraient, de façon automatique, écouter? Et Francon, moi, j'ai espoir dans un redéveloppement à l'échelle humaine faite par et pour la population environnante. Et c'est important qu'on reste vigilant à un projet comme Francon. Mais moi, en tout cas, ça vient me chercher de voir à quel point il faut lutter contre des administrations ou des élus pour que la parole des citoyens et des citoyennes soit entendue. Moi, même quand j'étais élue, là, ça me fascinait. Et aussi, je pense que ça, c'est une chose, et peut-être je vais lancer sur un autre point, mais redéfinir même la structure municipale. On n'en a pas parlé, mais il y a des enjeux, c'est problématique. Je veux dire, comment ça se fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire automatiquement au niveau de la ville? Tout est fait arrondissement par arrondissement. Donc, les spécificités de nos arrondissements, c'est intéressant, mais il y a des choses qui pourraient être juste plus facilement faites à l'échelle de la ville qui ne le sont pas, et des choses qui devraient être faites au niveau de l'arrondissement qui ne le sont pas. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une espèce de lourdeur administrative. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire place à la disparition des arrondissements,
mais clairement, les deux structures sont excessivement lourdes. Et de par la lourdeur, à quelquefois aussi, j'ai l'impression que les gens sont perdus, confondus, ne savent plus où participer. Et quand notre objectif, dans le fond, c'est d'avoir des gens qui participent. Mais c'est tellement complexe et ça demande tellement de temps. Vous l'avez sûrement déjà fait, mais lire un ordre du jour du conseil municipal pour voir tout ce qui se passe, même les élus ne le font pas tout le temps. Alors, et il y a des choses qui nous échappent, et donc il y a des choses qui sont votées, qui sont décidées, sans que beaucoup de gens même soient au courant. Et je trouve que ça, c'est dramatique. Et donc, c'est fait en quelque sorte un peu comme le Code civil, c'est fait pour qu'on ne le comprenne pas. Et donc, cette question de travailler à la vulgarisation, de travailler à une meilleure compréhension, à une facilité, je pense que ça aussi, ça devrait être un objectif. Parce que le langage clair, bien, il y a une raison pour laquelle, au niveau du droit, on refuse de le faire, mais au niveau municipal, pourquoi on refuse de le faire? Parce qu'il n'y a pas de volonté à ce que les gens comprennent réellement. Est-ce que, par exemple, moi, je vais vous donner une chose simple. Le tableau de tarification de notre arrondissement. Je ne suis pas capable, mais là, je ne le suis plus, mais quand j'étais mairesse, il était impossible d'avoir un tableau au niveau des tarifs. Donc, combien ça coûte pour avoir un permis, combien ça coûte pour avoir un permis de chien, un permis de n'importe quoi. On ne peut pas avoir ça dans un tableau parce qu'il faut que ça soit inscrit dans une espèce de règlement qui est sur je ne sais pas combien de pages. Tu dis non, mais c'est des chiffres. C'est compliqué de me dire que si tu as un char, ça te coûte tant, un gros char, ça te coûte tant, un petit char, tu as un 5 char, combien ça coûte? Non, on ne peut pas avoir ça dans un tableau. On ne peut pas. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté à ce que ça soit clair pour que les gens le comprennent. Parce que si les gens comprenaient vraiment, bien là, ils diraient qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, il faut faire attention parce que je m'enflamme facilement. Okay. Mais tout ça pour vous dire que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Ouais. Les vertus et les vices de la bureaucratie. Claudia. Oui, moi, je voulais juste mentionner vite, mais bon, je pensais qu'on terminait, mais il y a Patricia aussi qui veut parler. Mais je veux mentionner vite qu'on fait un sommet à la fin de l'année, en novembre, et ça sera l'occasion de faire entendre les mobilisations de tout le monde et de mettre ça en commun, puis de voir comment on veut organiser ça, ou si on veut organiser ça, ou comment on peut mettre en lumière chaque mobilisation, chaque activité. Donc, ratez pas cet événement-là, puis on va essayer de construire ça ensemble. Donc, si vous êtes là, ça va nous aider à faire qu'on travaille en bonne intelligence. Bon, OK, merci. Merci. Patricia? Oui, bien, moi aussi, je voulais juste dire un dernier mot, en fait, un petit peu en réaction, en rebondissant sur ce que Juliana a dit tantôt. Je pense que la lourdeur bureaucratique, ça vient aussi de la tonne d'informations, puis maintenant en temps réel, qui change tout le temps. C'est impossible même pour eux. Alors moi, je ne pense pas qu'il y a une mauvaise intention. Par contre, il y a des acteurs qui ont des moins bonnes intentions que d'autres, ça c'est clair. Mais par ailleurs, moi en tout cas, les choses, ça avec quoi je voudrais vous laisser, c'est qu'une des choses qui m'a beaucoup aidée à militer toutes ces années-là, c'est aussi que j'ai rencontré des gens qui voyaient bien le problème, en fait, de militer contre. Et donc, par exemple, pour les écoles publiques, on s'est dit, ben, on va faire un mouvement pour l'école publique, pour protéger l'école publique. Le REM de l'Est, on a dit, c'est au sein d'une coalition pour un REM socialement acceptable, jusqu'à temps qu'on montre, en fait, que c'est pas possible. Mais c'est important, je pense, dans le discours public, de montrer aux gens que militer pour quelque chose n'est pas juste contre. Des fois, c'est juste aussi le fait de retraduire dans un autre langage plus mobilisateur, plus positif. Puis aussi de dire aux gens, ben si tu fais un petit geste, puis au-delà d'acheter ses votés, c'est-à-dire aller rencontrer des gens, aller réseauter, puis aller prendre une petite part, faire des actions en collectif, des fois juste de leur montrer en fait que c'est un peu comme le canari dans la mine, à un moment donné, autant que les gens s'impliquent, les choses peuvent changer. Ça prend du temps, ça prend du travail,
Mais c'est dans ce sens-là qu'un événement comme ce soir, je vous remercie beaucoup, en fait, c'était vraiment enrichissant. Mais je pense que c'est aussi essentiel parce que moi, personnellement, je ne suis pas sûre que je crois à une convergence des luttes, mais je crois certainement à l'articulation des luttes. Puis quand je dis ça, c'est que tout ne peut pas être dans tout. On ne peut pas non plus être toujours tout le monde autour de la discussion d'un enjeu. Mais je pense qu'en articulant nos enjeux, en étant agile au niveau stratégique et tactique, on peut s'encourager, puis on peut tranquillement changer les choses parce qu'on en a changé au fil des décennies. Il en reste tellement à faire. Mais j'espère en tout cas que votre sommet à la fin de l'année, puis en fait que de plus en plus, les groupes se parlent puis partagent leurs enjeux, mais aussi leurs victoires pour se réénergiser puis apprendre des leçons de ce qu'on gagne, en fait. Ne serait-ce qu'à se parler. Fait que je vous remercie beaucoup tout le monde. Merci. Excusez-moi, j'ai juste levé ma main pour une petite affaire de rien. Je veux juste, Patricia, ça m'intéresse de comprendre la nuance que tu fais entre convergence puis articulation. Tu dis, comment ça s'articulerait? Qu'est-ce que tu imagines par là, l'articulation des luttes? Bien, je pourrais partir sur ça, mais je ne partirai pas. Mais, tu sais, en culture studies, en études culturelles, ou bien Michel Foucault aussi, Stuart Hall, je vous invite à googler, là, aller chercher des textes, mais tu sais, la convergence, ça s'en va vers un même point, tu sais, ça rejoint quelque chose. Tandis que l'articulation, des fois, c'est par exemple, il y a certains enjeux en logement social et abordable qui ont rapport, par exemple, avec des enjeux qui touchent plus la crise climatique ou des enjeux environnementaux. Moi, je suis de celles qui pensent qu'il ne faut pas tout fondre ça, parce que là, on mélange tout le monde, puis en fait, on se mélange nous-mêmes. Mais si on articule en expliquant puis en rendant compréhensible comment certains enjeux du logement social et abordable s'articulent avec, par exemple, des enjeux d'aménagement du territoire, avec des enjeux de crise climatique, avec des enjeux de mobilité. Là, on donne autant de leviers. Donc, ces points d'articulation-là face aux différents pouvoirs, c'est aussi des leviers puis des poignées par lesquels on peut mobiliser, mais on peut aussi interpeller ceux que j'appelle les grands acteurs, puis qui incluent les politiques, les médias, les spécialistes. Et c'est pour ça que des fois, je trouve qu'à gauche, quand on parle de convergence, on se trompe parce que l'articulation, ce sont des points, ce sont mettre plusieurs choses sur une surface plane, puis dire qu'est-ce qu'on peut avoir de commun à ce point-là, puis discuter. Puis à chaque fois, ça ouvre un monde. Mais ça ouvre aussi une possibilité pour les gens de s'engager dans la discussion publique. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, super. Moi, ce que je comprends, c'est que ça permet de créer des synergies entre les luttes qui peuvent avoir du rapport, au lieu de vouloir faire le silo de la convergence, un Xème silo de convergence uni et tout ça. Merci. Merci à toi pour la question. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Il est déjà 19h55. Est-ce que Jason, tu voulais conclure? Oui, merci beaucoup, Pierre, pour avoir animé l'échange à la fin. Merci tout le monde d'avoir venu ce soir. Et on va devoir remercier aussi nos personnes qui ont partagé avec nous leur parcours. Donald Cuccioletta, Jonathan Durand-Folco, Juliana Fumagalli et Patricia Clermont. Merci beaucoup d'avoir partagé votre temps avec nous ce soir. Et alors, n'hésite pas à communiquer avec nous en tout temps. Allez sur le site web Prenons la ville, activez vos réseaux vers notre sommet le 24-25 novembre qui va se passer dans un théâtre presque chez vous. Alors, merci d'avoir venu en grand nombre et on se voit dans quelques semaines pour une 5e édition. Merci tout le monde. Merci Jason pour ton animation aussi. Oui, merci beaucoup. Bravo tout le monde. Bravo. Bonne fête de soirée. Merci M. Hamel aussi.